Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook en version vidéo. Vous allez d'ailleurs retrouver les versions vidéo des derniers épisodes sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire, vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook et en audio, bien sûr, c'est disponible sur notre site web, Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Donc, très facile de nous trouver, de retrouver tous nos épisodes. Oui, si vous voulez vraiment écouter tous les 680 quelques épisodes, ceux-là, c'est disponible sur notre site web, tout en archive là, depuis l'épisode numéro 1, c'est là que ça se retrouve. Puis parlant d'épisode numéro 1 et de vieux épisodes, aujourd'hui, on ramène un peu un concept des tout débuts de Destination WDW dans lequel on parlait de plein de sujets à l'intérieur d'un seul épisode. Donc, on avait plein de segments différents, de nouvelles, on parlait de resto, tout ça. Donc, on a décidé de ramener ce concept-là à l'occasion. Ce ne sera pas la nouvelle façon de faire nécessairement, mais quand on va avoir des sujets qui se discutent, pour lesquels on ne peut pas faire nécessairement un épisode d'une heure ou d'une heure 30, quelque chose comme ça. Donc, on va regrouper plein de petits sujets comme ça, puis on va en jaser ensemble. Donc, je pense que ça va être bien trippant. Puis en même temps, j'en profite pour ramener le nom de capsules vidéo qu'on faisait, que moi je faisais et qu'après ça, notre ami Maxime a continué à faire aussi par la suite pour la chaîne de Destination WDW qui s'appelle Manger, dormir, Disney. Je pense que ça va bien résumer de quoi on va parler dans ces épisodes-là. Donc, on va parler un peu de tout ce qui touche à Disney. Donc, manger, bien sûr, on va parler souvent de resto, de choses comme ça. Dormir, on va parler d'hôtel. Et Disney, mais on va parler d'attractions, on va parler de nouvelles, on va parler de tout ce qui entoure le monde merveilleux de Disney. Et pour cet épisode, eh bien, mon ami Paul est avec moi. Salut, Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Écoute, un épisode recyclage, on recycle des vieux noms, on recycle des vieux concepts. Des vieux concepts. Puis si tu disais tantôt, là, si vous voulez écouter les tout premiers épisodes, puis tout ça, là, quand vous allez arriver à mes premiers épisodes, là, soyez indulgents. J'avais beaucoup de difficultés entre mes premiers épisodes. C'est plus gênant que les photos que Jean-Philippe sort de moi des fois. Ah ouais? My God, OK. Je pensais pas que c'était à ce point-là quand même. Oh oui. Une avalanche de puis de... Ouais. c'est pénible. Mais en plus, toi, je pense que tu n'avais pas participé à ce type d'épisode-là non plus, hein? Depuis... Non, effectivement, moi, c'est la dernière fois qu'on a fait ce genre d'épisode-là. En fait, moi, j'étais là en tant qu'auditeur seulement. OK, c'est bon. Donc, première fois que tu vas participer à un épisode comme ça où on mélange plein de segments. Je pense que ça va être quand même bien le fun. Puis n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à réagir en direct. Notre ami Stéphane n'est pas là ce soir. En fait, il s'attend à être repêché par le Kraken de Seattle. Donc, il attend avec impatience devant la télévision. Donc, bonne chance, Stéphane, dans tes projets. Hey, on va commencer, Paul, tout de suite avec les nouvelles. On va faire un petit tour des nouvelles des dernières semaines. Puis, je me suis amusé. Quelques petits génériques là, pour les différents segments. Donc, étant donné que j'aime bien faire de la musique, faire du montage vidéo, donc on s'amuse un petit peu avec des petits génériques comme ça pour les différents segments. Donc, on parle de nouvelles et d'actualité, mon cher Paul. Donc, encore dans le recyclage, hein, parce que extra, ça, c'est les capsules vidéo que moi, je faisais. C'est en plein ça. Tu sais, on a quand même un... comment j'allais dire? Une espèce d'histoire un peu avec le podcast et tout, donc faut l'utiliser. On est rendu là, faut l'utiliser, là, donc on s'amuse avec ça, il n'y a pas de problème. J'avais en fait déjà préparé quelques nouvelles, je m'étais dit on va parler de 3-4 nouvelles aujourd'hui pour cet épisode-là, puis finalement Disney a comme annoncé plein d'affaires en après-midi, donc j'ai décidé... Pardon?
On tue la une. Oui, on tue la une, effectivement. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais rajouter ces nouvelles-là. C'est important quand même d'en parler. Donc, quelques petites choses en bref, juste avant d'embarquer dans les différents sujets, justement, que je voulais parler davantage aujourd'hui. En fait, nouvelle que je trouve bien intéressante parce que ça démontre qu'on s'en va dans la bonne direction. Même si, quand on regarde les chiffres de la Floride côté COVID, on n'est pas convaincu que ça va dans la bonne direction. Ouais. Mais on rappelle que, justement, ces chiffres-là de gens, de cas, quoi que ce soit, ben, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés à 98% des cas. Là. Donc, si vous êtes vacciné, tout ça, ça devrait très, très bien se passer si vous allez du côté de Disney dans les prochains mois. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et d'ailleurs, justement, Disney ramène des choses de plus en plus. Et aujourd'hui, il a annoncé qu'à partir du 1er août, du côté de Disney's Hollywood Studios, il y a le spectacle de fin de soirée, Wonderful World of Animation, qui va faire un retour. Donc, ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est celui uniquement de projection sur Projection Chinese sur Theater. le Chinese Theater, exactement. De mémoire, moi aussi, là, c'est ça. Évidemment, je ne l'ai jamais vu. Mais oui, parce que lui, il avait débuté pas longtemps avant que toute cette histoire de COVID-là commence. Là, donc, moi, j'avais vu celui de Star Wars seulement, comme projection sur le Chinese Theater, mais ouais. C'est en plein ça. Donc, sachez que ça va commencer justement le 1er août. Ensuite de ça, le 15 août, retour pour Beauty and the Beast live on stage. Très bonne nouvelle. Puis je pense que notre ami Michel va être bien content aussi de voir que des danseurs reviennent également du côté de Disney. On sait qu'au niveau justement de tout ce qui est performance, soit que ce soit comédien, danseur et compagnie, mais il y a eu beaucoup de coupures à ce niveau-là dans les derniers mois du côté de Disney, mais ça commence à revenir tranquillement. Ça, on ne peut pas se cacher. C'est une très, très belle nouvelle parce que, tu sais que des gens comme nous qui vont souvent, c'est pas des spectacles qu'on va voir à toutes les fois. Par contre, c'est le genre de spectacle qui font la différence Disney aussi. Là, que c'est important que ce soit là pour les gens qui vont pour une première fois, entre autres. Là. Tout à fait. Ben oui, c'est un super beau spectacle. Comme tu dis, je ne vais pas le voir à toutes les fois, mais la raison principale pourquoi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est justement, c'est le retour de cast members qui avaient été mis à pied au début de la pandémie, qui font leur retour. Fait que, c'est beaucoup plus ça que « Oh yeah, je vais pouvoir aller voir La Belle et la Bête. » Probablement que je vais aller le voir prochain voyage juste pour le principe de la chose, là, mais c'est parce que ça va faire longtemps. C'est pas beaucoup parce que ça me manquait. Là. Ça. Ben, tu sais, là, je disais justement, tu sais, retour des danseurs et comédiens et compagnie, mais justement aussi le Monsters Inc. Laugh Floor qui va réouvrir également le 8 août et un peu dans la même veine, Turtle Talk with Crush 21 août également là, du côté d'Epcot. Donc, des interactions, donc ça prend des gens, bien sûr, comédiens, voice-over, tout ça qui réagissent avec la foule. Donc, on voit que ça revient tranquillement, pas vite, et c'est bien le fun. Également, on sait que ça avait déjà été annoncé dans le cadre du 50e, qu'il va y avoir les nouveaux spectacles de fin de soirée du côté de Magic Kingdom et du côté de Epcot, le fameux Harmonious qu'on attend avec impatience depuis longtemps. Aujourd'hui, Disney a annoncé justement c'est quand que les spectacles actuels vont se terminer. Donc, du côté du Magic Kingdom, Happily Ever After va se terminer le 29 septembre. Donc, ça veut dire que le 30 septembre, il n'y aura pas de spectacle en soirée à ce niveau-là. Quoique le 30 septembre, il y avait peut-être un Boobash, je sais pas, je le sais pas des dates par cœur, c'est peut-être le lien également. Donc, c'est ça. Donc, Happily Ever After qui avait remplacé en mai 2017, le spectacle Wishes, donc sera remplacé à son tour. Donc, c'est un spectacle, Paul, qui n'aura pas duré nécessairement très, très longtemps, là, si on le compare avec les autres spectacles de fin de soirée à Magic Kingdom, là. Ben c'est ça, avant l'épisode, on en jasait un peu, toi puis moi, puis moi, j'étais sous l'impression que le nouveau spectacle appelé Ever After allait revenir après les fêtes du 50e, puis ça a l'air que non, le spectacle qu'ils mettent en place pour le 50e, là, que là, je viens d'oublier le nom, même si tu viens juste de le dire. Non, je ne l'ai pas nommé, mais de mémoire, c'est Disney Enchantment, donc, qui lui va débuter, bien sûr, le 1er octobre, la journée du 50e. Donc, j'étais sous l'impression qu'à la fin des 18 mois de célébration du 50e, Happily Ever After allait revenir, mais ça a l'air que non. Enchanted va rester. En tout cas, c'est ce que le texte semble indiquer à ce moment-là. Moi, ce que j'ai bien hâte de voir, justement, c'est que
dans ce spectacle-là, ils vont utiliser Main Street USA pour faire des projections sur les bâtiments et tout ça. Donc, on va vraiment être entouré, un peu comme ils le font. Ils le faisaient déjà du côté de Disneyland en Californie, mais on va vraiment être entouré du spectacle. Donc, ça, je pense que ça va être vraiment trippant. D'un autre côté, je trouve ça particulier parce qu'ils ont investi des millions et des millions et des millions à agrandir le hub pour créer un endroit où les gens vont se rassembler pour voir le spectacle. Et là, ils amènent le spectacle en arrière sur Main Street. Donc ça fait quand même un peu le monde du hub. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Moi, ce que j'aime, parce que moi, sans dire que je suis content que Happily Ever After s'en aille, je l'aime beaucoup, ce spectacle-là. Sauf que, je trouvais que Wish, il avait tiré la sauce un peu trop. Il l'avait gardé trop longtemps. Puis, je m'attendais à ce que Happily Ever After, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ben, j'ai besoin de l'aimer parce que je vais le voir longtemps, ce spectacle-là. Finalement, je l'ai aimé, puis j'espérais pouvoir le voir longtemps, mais ça a l'air que non. Finalement, je l'aurais vu genre 2 voyages, peut-être 3. Moi, c'est un spectacle que j'aime beaucoup, Happily Ever After, mais je suis quand même dans l'équipe de ceux qui aimaient beaucoup plus Wishes que Happily Ever After. Moi, il m'a toujours manqué un petit quelque chose dans Happily Ever After. Je trouvais que... Jiminy Cricket. Ouais, peut-être au niveau de l'histoire, ou je sais pas trop, un espèce d'élément là, qui allait lier tout ensemble. Et j'espère que la musique était vraiment bonne. La musique était très bonne, un peu moins classique Disney, mais très bonne quand même. Moi, j'aimais mieux la musique de Wishes, donc j'ai hâte de voir justement le remplacement qui va être Disney Enchantment. Du côté de Epcot, on sait que Illumination c'était terminé. Depuis quand que c'était terminé? J'essaie de voir. Depuis le 1er octobre 2019, donc Epcot Forever avait débuté. Donc ça va avoir duré comme un 2 ans du côté d'Epcot Forever. Puis là, présentement, la version là, qui est recommencée, ils ont enlevé plein de choses également à cause de toutes les installations pour Harmonious. Donc, il n'y a plus les cerfs-volants, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un peu réduit comme spectacle. Mais lui, il va se terminer le 28 septembre. Donc, ça veut dire que 29 et 30, il n'y aura rien. Oui, ça, c'était prévu. Là. C'était en plein même que je pense, là, ça va être presque 2 ans. 2 ans moins 2 jours. Mais je pense que c'était 18 mois qui était prévu là, de mémoire. Oui, c'est ça. Tout a été retardé à cause de la COVID et tout. C'est en plein ça. Là. Ça reste quand même particulier. C'est sûr que justement, c'est peut-être un spectacle un peu moins à grand déploiement que Illuminations Reflections of Earth. Donc, c'est peut-être pour ça justement qu'il avait mis ce spectacle entre les deux, parce que c'était quand même curieux de dire on va faire un spectacle juste pour quelques mois, puis en remplacer par un autre. Mais c'est justement parce que ça prend peut-être justement moins d'espace. Il pouvait se permettre de faire les travaux pour Harmonious là, pendant tout ce temps-là. Donc, de l'appeler Forever pour un spectacle de 18 à 24 mois. C'est un peu particulier. L'autre nouvelle qui est tombée en fin de journée également, c'est pas vraiment une nouvelle en fait, c'est qu'on apprend un peu plus de choses sur le fameux hôtel Star Wars. Donc, c'est une des choses pour lesquelles on se fait poser des questions, c'est bien sûr l'hôtel de Star Wars. Les gens ont hâte de savoir c'est quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens non plus qui comprennent pas nécessairement encore c'est quoi tout à fait. Donc, Disney vont devoir peut-être justement... changer leur façon de présenter le tout. Puis d'ailleurs, dans le texte qu'ils ont sorti aujourd'hui, ils mentionnent là, que ça va être une aventure de 2 jours, en fait de 2 nuits. Donc, ça ne sera pas, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui nous posent des questions là-dessus, puis ils disent « moi, quand je vais aller l'année prochaine, ma semaine à Disney, je veux rester à l'hôtel Star Wars. » C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça va être vraiment une aventure sur 2 nuits. On a souvent entendu 3 jours, 2 nuits. Donc ça, c'est à voir. Ça peut être une espèce de 2 jours et demi, le temps de faire la transition avec l'autre groupe qui va s'en venir. En tout cas, hâte de voir comment ça va fonctionner à ce niveau-là. Mais faut vraiment le voir. Faut le voir comme une croisière. Oui, c'est en plein ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut prendre le modèle croisière. C'est-à-dire qu'on arrive à une date X. Probablement que... même, ça va être comme le principe de la croisière, c'est-à-dire que l'aventure va commencer, exemple, le 1er septembre jusqu'au 3 septembre, et les autres qui vont pouvoir booker, ça va être à partir du 3. On ne pourra pas booker, exemple, l'entre-deux. Étant donné que ça va être une aventure sur, exemple, un 2-3 jours, mais il faut vivre toute cette aventure-là. Puis, ça va être quelque chose qui va être... On n'a pas de prix encore, on entend plein de choses, mais rentrez-vous dans la tête, ça va être quelque chose qui va... coûter très, très cher. Pensez actuellement à votre probablement à votre voyage d'une semaine en famille. Là, probablement que vos 2 jours vont vous coûter plus cher que ça là, du côté de l'hôtel Star Wars. Là. Donc, mais d'un autre côté, probablement que ça va inclure beaucoup de trucs. Vraiment, probablement... oui.
La nourriture, l'accès Ouais. à Hollywood Vraiment Studios. modèle croisière, donc C'est ça. tu sais, des inclusions, des spectacles, de la bouffe, l'accès à de ce qu'on entend encore là, il y a rien d'officiel à ce niveau-là, mais on entend un accès uniquement à Galaxy's Edge parce qu'on va être dans l'espace, on s'en va visiter Batuu. cette planète-là, puis je pense qu'au prix que ça va coûter, je pense qu'il va falloir jouer le jeu de l'aventure aussi, puis pas se dire: «Ben, ah, à soir, on va aller à Magic Kingdom à la place». Je pense que, tu sais, au prix que ça va coûter, il va falloir vraiment y aller à fond dans l'aventure. Donc, ce que je voulais dire, tout simplement, ce qu'on a su de plus dans le texte, j'ai gardé quelques points, là, ressorti quelques points. Là, maintenant, on parle d'une ouverture en 2022, sans donner nécessairement tu sais, de date, quoi que ce soit. À un moment donné, il parlait de 2021, donc on voit, là, on est rendu 2022. On parle maintenant, justement, Ouais. de story living, donc de vivre une histoire. Donc, c'est vraiment le terme que Disney utilise. Ils disent que, justement, le Star Wars Galactic Star Cruiser, il va nous inviter justement à vivre une histoire, à parcourir la galaxie dans un vaisseau spatial finement aménagé. C'est un croiseur qui sera notre maison justement pour cette aventure-là de 2 nuits. Alors, ils le précisent ici. Et ils disent que ce navire élégant sera connu pour son service impeccable, ses divertissements fabuleux, ses repas exquis. Donc, vous pourrez profiter pendant vos vacances. Et je vais vous montrer, je pense que donnez-moi 2 petites secondes, je dois avoir ici, pour les gens qui nous regardent en vidéo, oui, l'affiche justement là, qui a été réalisée. Et ce qu'il mentionne dans le texte que j'ai trouvé bien intéressant aussi, puis ça, je pense qu'il y a des gens qui vont être bien excités de savoir ça aussi. Sur le poster, on voit 4 personnages un peu différents, c'est-à-dire il y a une espèce tu sais, un jeune qui porte une robe style Jedi avec un Mhm. sabre laser. Il y a un adulte là, qui est vêtu d'un uniforme du First Order. Il y a un autre adulte un peu de Twi'lek. Il y a un autre personnage qui a une espèce, là on le voit pas bien là, dans l'image, mais qui tient une espèce de truc un peu style gadget technologique là, dans ses mains. Ben, dans le Mhm. texte, ils nous disent que ça représente un peu les choix qu'on va devoir faire pour savoir de quelle façon on va vivre nos histoires personnelles de Star Wars. Donc, ils disent, est-ce que vous souhaitez soutenir le premier ordre? Voulez-vous vivre comme un Jedi à l'entraînement? Est-ce que vous voulez plutôt vivre l'expérience d'être dans la haute société galactique? Donc, j'ai vraiment l'impression que soit Ouais. on va se faire donner un personnage dans ces types de personnages-là, ou on va pouvoir carrément choisir ce que l'on veut être. Est-ce que ça va être limité? Exemple, il y a X nombre de Jedi, X nombre de... C'est ça, je ne sais pas. C'est des questions qu'on peut avoir. Mais je trouve le fun. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de Ouais. voir justement qu'on va pouvoir peut-être choisir notre personnage et à la limite, si on a le budget d'y retourner dans les années suivantes, mais Vivre peut-être quelque chose d'autre choisir un complètement. autre type de personnage puis vivre peut-être carrément autre Ouais. chose. Là. Donc, ça, En en fait, tout cas, si c'est ça, c'est vraiment intéressant. Là. je serais pas surpris parce que c'est une façon pour Disney de ramener du monde. Tu sais, Oui. quoi qu'ils n'ont pas besoin, ça va être plein pendant 20 ans sans interruption, même si c'est vraiment mauvais. Là. Mais, mais tu sais, c'est une façon justement c'est un peu comme une rejouabilité dans un jeu vidéo. Hein. Oh, ouais, c'est en plein ça. Puis, tu sais, en fait, puis même je regarde ça, puis le fait tu sais, qu'il y ait qu'il y a un uniforme du First Order, qu'il y ait quelqu'un avec une cape de Jedi, puis d'autres types de costumes, je me demande même si Disney, tu sais, justement, on sait que ça va être des prix de fou. Là. Ils Ouais. vont-tu nous prêter des uniformes dépendamment de notre personnage? OK, Parce que, tu sais, ouais. on s'entend Ouais. dans l'univers Star Wars, ton, tu sais, l'habit fait le moine. Tu sais, quand t'es Ouais, tout à habillé fait. d'une Ouais. certaine façon, t'es, tu sais, on sait qui sont des rebelles puis qui sont des gens du First Order juste à voir comment ils sont habillés. Ben, peut-être que justement, sur cette croisière-là, ils vont peut-être nous fournir. Je ne sais pas. Je trouve que Ouais, ça j'ai hâte de serait voir. vraiment intéressant. Puis, tu sais, je dis sachant qu'ils vont charger un prix de fou pour ça, je pense que ça serait comme possible, tu sais. Ouais. Après, je pense pas Ah, qu'on garderait ces uniformes-là, mais tu sais,
une buanderie, ça se peut aussi. Oui, ça se peut, effectivement. Il doit avoir ça sur un vaisseau spatial de cette envergure-là. Sûrement. Puis ce que je trouve le fun aussi sur le poster, puis ils en parlent dans le texte aussi, ils font référence justement à des choses qui ont déjà été annoncées, mais on voit entre autres un petit peu les dessins là, du Crown of Corellia, qui va être un des restaurants sur place, qui disent que c'est un club, puis qui est reconnu justement là, pour sa nourriture, qui vient d'un autre monde. Donc ça, je pense que ça va être bien trippant. En bas à droite, on voit également là, des images d'entraînement Jedi. On sait qu'il est censé avoir une salle d'entraînement. On va pouvoir s'entraîner au sabre laser, un peu comme Luke Skywalker faisait là, dans le Faucon Millennium, à un moment donné, qui se pratiquait avec les petits robots, là, les petits droïdes qui volent et tout ça. Donc, toutes des choses comme ça qu'on semble pouvoir vivre dans cet hôtel-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que on voit des personnages aussi connus comme Chewbacca, comme Kylo Ren. Ils disent entre autres dans le texte que justement le croiseur stellaire, il a la réputation de souvent se retrouver dans des zones où il peut y avoir des conflits galactiques. Donc, est-ce que ça veut dire probablement qu'à un moment donné, notre vaisseau va se faire arrêter justement par le First Order et que Kylo Ren va débarquer à l'intérieur? Évidemment. Est-ce que Oui, vas-y. Si tout se passait bien pendant la croisière, ça serait plate. Ouais, c'est en plein ça. Puis est-ce que justement Chewbacca est avec nous? Est-ce qu'il est en train de se cacher avec nous sur le vaisseau? Puis, en tout cas, il y a plein de choses comme ça là, qui est à voir. Donc, en tout cas, tous ces petits détails-là font en sorte, je pense, que les gens qui étaient déjà excités vont l'être encore plus. Mais on a hâte de voir justement la suite. Oui. Tu parlais d'entraînement Jedi, là. Puis récemment, j'ai acquis un casque de réalité virtuelle, puis j'ai un jeu justement que je m'entraîne avec des Jedi à manipuler le sable laser. C'est quelque chose qui peut être très réalisable dans le cadre d'une croisière comme ça. Au lieu de mettre un casque de réalité virtuelle, tu mets un casque de protection, puis là, genre pour que ça marche dans l'histoire, puis ça n'a pas de l'air d'un casque de réalité virtuelle. Mais tu sais, c'est des moyens que Disney ont à leur disposition facilement pour pouvoir rendre ça immersif le plus possible. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, à suivre. Puis j'ai hâte d'avoir plus de détails, de savoir exactement quand ça va ouvrir. Et à ce moment-là, peut-être d'avoir des vrais prix. Mais tu sais, ce qu'on entend, c'était des milliers de dollars là, par personne même. Là. Donc, il faut s'attendre à ce que ça coûte cher. Mais par contre, comme on le disait, il va y avoir plein de choses incluses. Puis je pense que ça va être quelque chose de mémorable là, comme expérience. Là, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit, c'est de la spéculation. Là. Tout à fait, oui, là-dedans. On là, n'a pas plus d'informations que vous. C'est ça, on se base un petit peu sur le texte qui a été publié par Disney, puis le reste, ben, c'est ce qu'on entend depuis le début, tout ça, mais il n'y a pas d'informations sur les prix, comme je le disais, ou quoi que ce soit. Puis ce qu'on pense, justement, que tout va être inclus, c'est parce que c'est de la façon que Disney le formule depuis le début qu'on peut interpréter ça comme ça, donc, mais tous les détails officiels vont sortir à un moment donné. À ce moment-là, c'est sûr qu'on va en parler en long et en large. Je voulais revenir également sur une nouvelle qui date de quelques semaines. On n'avait pas eu le temps d'en parler encore, puis je voulais justement avoir un petit peu peut-être ton avis là-dessus, puis moi aussi de mon côté réagir à ce niveau-là. Disney qui, à un moment donné, à la fin d'une semaine, a annoncé... en fait, il a fait 2 annonces dans le même texte. Une annonce, je pense, attendue pour terminer, pour peut-être faire oublier la première annonce, qui peut être perçue comme négative pour certains, positive pour d'autres, tout dépendant de notre point de vue, puis de quel hôtel on séjourne et tout. Mais d'un, ils ont confirmé ce qu'on savait déjà, en fait, que les Extra Magic Hours, comme la façon qu'on les a connus, n'existeront plus. C'est-à-dire que tous les hôtels Disney participants pouvaient justement, à chaque jour, on pouvait soit arriver plus tôt le matin, avoir, exemple, 1 heure avant tout le monde dans un des parcs, ou en soirée, en 2 heures. Puis, c'est selon un calendrier. Le jour X, c'était à Magic Kingdom, le lendemain, Epcot, des choses comme ça. Ça, c'est remplacé. Et de mémoire, c'est à compter d'octobre. Hein? Donc, de mémoire, là, à compter du 1er octobre. Je dirais pas mal tout à Disney comme reprend à partir du 1er octobre en général. Donc, il marque le 50e de cette façon-là. Donc, maintenant, ça va être à tous les jours, à tous les parcs. Un 30 minutes, par contre, au lieu d'1 heure, mais un 30 minutes d'accès pour les gens qui sont dans les hôtels Disney et les hôtels, d'autres hôtels participants, là, un peu l'équivalent du Good Neighbors côté de Disneyland. Donc,
un 30 minutes à tous les jours. Moi, je trouve ça quand même intéressant parce que on le disait souvent, l'endroit où il y avait les Extra Magic Hours, c'était toujours le parc où il y avait le plus de monde. Donc là, ça va comme répartir un peu les gens un peu partout là, dans les parcs, tout en donnant quand même un avantage, bon, qui est coupé un peu de moitié, là, mais quand même un avantage aux gens qui séjournent dans les hôtels Disney. Donc ça, sur ce point-là, toi, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, si tu trouves ça intéressant comme formule. Ben oui, d'autant plus que, tu sais, maintenant qu'on réserve nos parcs à l'avance, puis que Disney semble pas vouloir enlever cette formule-là qu'on ait à réserver des parcs, là, ils n'ont pas intérêt à le faire. Eux autres, ils ont tout avantage à garder ça comme ça, parce que ça leur permet de savoir exactement ils ont besoin de combien d'employés dans chaque parc à quelle journée. Mais, donc, puis là, souvent, on fait nos réservations de parcs presque un an d'avance. Ouais. Puis là, on sait pas c'est quoi l'horaire des parcs encore. Fait qu'on tu sais, de toute façon, j'aurais réservé mes parcs sans savoir si j'allais avoir d'Extra Magical Hours ce matin-là ou ce soir-là. Fait que de toute façon, probablement qu'on n'en aurait pas tant profité. Le fait que ça l'ouvre une demi-heure plus tôt, bon, j'aurais préféré 1 heure. Ouais. Une demi-heure, ça change pas grand-chose. Puis bien honnêtement, là, je serais pas surpris que n'importe qui réside dans un hôtel Disney ou dans un qui viennent qui partent de chez eux directement pour s'en venir à Disney. D'après moi, tout le monde va rentrer une demi-heure d'avance. Ouais, ça, j'ai hâte de voir comment. Ouais, je sais pas comment ils vont fonctionner à ce niveau-là. Hein, si, tu sais, Universal, ça fonctionne de cette façon-là, puis ça fonctionne très, très bien. Il y a un point que les gens ne peuvent pas dépasser quand ils sont pas dans les hôtels Universal. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont quand même trouver une formule. Peut-être que ça sera tout simplement que tu peux pas rentrer si t'es pas dans un hôtel Disney, que ça va se faire, mais ça va créer des bouchons incroyables aussi de gens qui essayent de rentrer. Parce que de toute façon, juste une demi-heure, ça change tellement pas grand-chose dans la journée. Là. Non, c'est clair que non, mais ça peut quand même peut-être te permettre de faire la grosse attraction, peut-être avant que le reste de la foule arrive. Mais oui, c'est effectivement, un 30 minutes, c'est pas énorme là, du tout. Par contre, les Extra Magic Hours, ça va continuer d'exister, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que pour certains soirs, donc pas tous les soirs, certains soirs pour certains parcs, ils vont y en avoir, mais pour les gens qui séjournent uniquement dans les hôtels de catégorie de luxe. Donc on enlève quelque chose à tous pour le conserver ou l'offrir aux gens qui sont dans les Deluxe. Donc, il y a comme deux façons de voir ça. On peut dire, bon, on nous enlève quelque chose qu'on avait déjà. D'un autre côté, moi, j'ai toujours trouvé que au prix qui était les Deluxe, il n'y avait peut-être pas, tu sais, comment je sais pas, tu sais, il n'y avait peut-être pas nécessairement le niveau d'avantage versus ce que ça te coûte pour y séjourner. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Au prix qui sont leurs Deluxe, ça prenait quand même, en tout cas à mon avis, un petit quelque chose pour leur dire « Hey, vous séjournez dans un Deluxe ». Par contre, je trouve ça quand même gros. Là. Les Extra Magic Hours, c'est quand même, surtout en soirée, mais en même temps, moi, je suis très, très souvent allé dans les Extra Magic Hours en soirée. Je faisais pas tant d'attractions que ça. J'étais plus là pour l'ambiance, me promener. Puis ça, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire quand même parce que pendant les Extra Magic Hours, les gens qui ne sont pas dans les hôtels Disney, ils restaient quand même. C'est juste qu'ils faisaient pas d'attractions. Ils checkent les Magic Bands à l'entrée des attractions, c'est tout. Hein. Non, c'est en plein ça. Là. Donc, ça va probablement être quelque chose comme ça encore. Donc, ça va être de le planifier autrement, de se dire, bon, à cette heure-là, je ne pourrai plus faire d'attraction, mais je vais en profiter pour aller faire, rester sur Main Street, aller manger, aller magasiner. Ça va quand même nous permettre de rester à cet endroit-là, mais on n'aura pas accès aux attractions. Fait que, mais tu sais, les hôtels de luxe, ça représente quoi? Un tiers à peu près de toutes les chambres Disney? Probablement, oui. Donc, il va y avoir un tiers... Ben oui, c'est beaucoup de monde. Ouais. Mais sauf qu'il va, comparé à un Extra Magical Hour habituel, il va en avoir juste un tiers du monde qui vont être là. Ouais. Je trouve que ça fait beaucoup d'employés. Tu sais, qui sont là juste pour faire rouler ces attractions-là. Que Disney doit payer alors que normalement, ils seraient retournés chez eux. Ouais, mais encore là, on ne sait pas c'est quoi on ne sait pas c'est quoi le nombre d'attractions qu'il va y avoir ou si ce qu'ils vont limiter énormément ou c'est ça. Là, on spécule encore une fois, là, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Mais c'est sûr que
sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, Disney, dans les dernières années, ils s'en vont vraiment... non, c'est pas vrai. En tout cas, je vais préciser mon point après, mais tu sais, on voit une espèce de tendance à dire on met des choses payantes, tu sais, des parties, des affaires soirées. Là, des Extra Magic Hours, bon, pas payantes, mais en même temps, si on va dans un Deluxe, donc on paye plus cher pour y séjourner, on a le droit à X+. Donc, il y a ce côté-là. Justement, tant qu'à ceux qui payent plus en ont plus, tu sais, enlever l'Extra Magical Hour de soir complètement, puis, tu sais, voyons comment ça s'appelle, les parties là, les After Hours. Les After Hours, c'est ça. Tu sais, faites juste plus de After Hours, comme ça tout le monde va pouvoir décider de je paye pour ça. Tu sais, mais en même temps, comme je te dis, tu sais, en tout cas, c'est un point de vue qui se défend ou d'un bord ou de l'autre, là, mais tu sais, au niveau des Deluxe, il y a quand même une grosse différence de prix là, de value moderate à Deluxe. D'avoir un certain avantage. Puis souvent, quand tu regardes des dates... Hour, pour ceux qui prennent des billets comme un peu plus chers, genre qui prennent le Park Hopper. C'est un incitatif pour les gens de prendre le Park Hopper, autre que de juste faire plus qu'un parc dans une même journée. Ouais, j'avoue. Je pense, mais tu sais, moi, en plus... Non, mais ce que je disais, justement, que je voulais comme préciser ce que je voulais dire dans les dernières années, puis ça, je l'ai vu beaucoup comme commentaire aussi, puis c'est encore là, on peut être d'accord ou non, mais tu sais, je voyais beaucoup suite à cette annonce-là des gens dire c'est pas ce que Walt aurait voulu, puis ça, en tout cas, pour moi, là, c'est tellement pas vrai, parce que Disney, ça a toujours été comme ça. Puis de un, Walt, tu sais, les gens l'idéalisent beaucoup, puis c'est même moi c'est une des personnes que j'admire le plus, puis ça, il n'y a aucun problème. Mais tu sais, Walt ne se mêlait pas du côté administratif de Disney. C'était son frère Roy qui s'occupait de ça, et Walt Disney, lui, c'était plus genre, je veux faire telle affaire, puis Roy, il trouvait comment faire. Fait que si Walt Disney aurait dit, moi, je veux créer telle affaire, puis que Roy Disney aurait dit, cette façon, si on veut le faire, il faut charger plus cher pour telle affaire, il l'aurait fait, là. Parce que lui, il voulait toujours développer des produits. Puis, faut pas oublier aussi, parce que là, les gens disent là, maintenant, si tu payes plus, t'en as plus. Mais quand les parcs ont ouvert au début, c'était ça. Tu payais X montant d'argent pour entrer dans le parc, puis après ça, il fallait t'acheter des billets pour les attractions. Donc, si tu avais plus d'argent, tu pouvais t'acheter plus d'entrées à des attractions. Fait que c'était comme ça aussi avant. Là. Fait qu'il faut faire attention quand on dit c'était pas de même dans le temps de Walt. C'est peut-être une bonne affaire. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, je voudrais pas avoir à payer par attraction que je fais dans ma journée. Non. Puis c'est ça, puis c'était comme ça. Puis même si on recule aussi, tu sais, Walt, c'est quand même lui aussi qui a eu l'idée du club, le fameux club 33 aussi, là, qui est très restreint aux personnes qui ont bien de l'argent. Puis ça coûte très, très cher être membre de ça. Ensuite de ça, il a toujours fonctionné aussi, tu sais, avec du sponsorship et tout ça pour des attractions, pour des pavillons, des choses comme ça. Puis les compagnies qui donnaient, qui participaient et qui donnaient de l'argent pour ces attractions-là, tout ça, tous leurs employés, tout ça, avaient des avantages à Disney aussi, là. Avaient des accès à des salons privés, avaient des accès supplémentaires, avaient des soirées exclusives à eux autres. Donc, ça a toujours existé. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, des fois, on le voit souvent quand des choses comme ça sont sorties, de dire « Ah, Walt, il n'aurait pas voulu ça », mais c'était le même dans le temps de Walt. Donc, d'après moi, il aurait voulu ça aussi. Puis même, à quelque part, tu sais, je suis pas sûr qu'il y aurait, comme du côté de Walt Disney World, je suis pas sûr qu'il y aurait 4 parcs si Walt Disney était encore vivant aujourd'hui. Non, parce que clair, il n'y en aurait rien qu'un. Puis... C'est ça, puis il y aurait eu une ville, puis il y aurait eu, tu sais, ça aurait été carrément autre chose. Donc, je pense que c'est un peu, des fois... On ne triperait pas autant sur Epcot. Non, vraiment pas. Donc, c'est ça. Donc, fin de la parenthèse à ce niveau-là. Je veux juste passer rapidement, parce que là, déjà, le segment nouvelle est vraiment plus long que je le pensais. Donc, on continue. L'autre petite nouvelle que je veux parler, c'est ça parce qu'il y a un lien un peu avec la COVID, parce qu'on se dit souvent, qu'est-ce qui va avoir changé avec la COVID, que ça va revenir à la normale et tout ça. On peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir à la normale, mais des fois, ça va être plus des petites choses
qu'on va remarquer, ça, c'était pas comme ça avant, puis que ça va être peut-être justement le fait de la COVID qui va avoir changé ça. Puis, il y avait le site web, le WDWNT, cette semaine, qui a publié quelques photos de machines sans contact à boisson, justement, dans les hôtels qui commencent à apparaître. Donc, comme du côté-ci, c'était du côté du El Mercado de Coronado, du Disney's Coronado Springs. Donc, il commence à avoir des nouvelles machines à boisson sans contact. Donc, de la façon que ça fonctionne, simplement, il y a vraiment un graphique qui explique comment faire. Puis, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de placer notre doigt entre deux capteurs. Donc, là, on ne le voit pas bien sur la photo, là, mais comme pour les gens qui nous regardent en vidéo, mais à la droite et à la gauche, là, il y a comme vraiment deux capteurs qui ressortent de la machine. Puis, on place notre doigt entre les deux sans qu'on aille à toucher à quoi que ce soit. Et là, la boisson qu'on a choisie, ben, à ce moment-là, le distributeur, là, ça va remplir notre verre. Donc, il y a ça. Puis, il y a eu également l'apparition dans les dernières semaines à Epcot de poubelles sans contact aussi. Donc, même principe, on approche notre main et la poubelle ouvre. Donc, on n'a plus à toucher à rien. Donc, j'ai l'impression que ça va être des petites choses comme ça qu'on va voir de plus en plus apparaître dans les parcs. Puis probablement qu'ils ne seraient pas arrivés, là, genre justement, sans la COVID-19. Là. Ça ressemble au retour de Push, la poubelle qui parlait. Oui. Sauf qu'il ne nous parlera pas, là, puis il ne se promènera pas à nous courir après, mais que voulez-vous? Tu peux lui parler si elle te répond. Slack le Drink Around the World un peu. Ouais, c'est plein ça. Mais pour les machines à liqueur... oui, vas-y. Correct, non, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? J'allais dire, pour les machines à liqueur, ça aurait été drôle que ça soit reconnaissance vocale, tu sais. Tu te mets à crier Coke Diet, Coke Diet. Oui, je suis pas sûr que ça aurait été... non, la machine, tu rentres dans le food court, puis c'est juste du monde qui crie après la machine parce qu'ils comprennent pas la machine ne comprend pas ce qu'ils veulent. Ça aurait été quelque chose. Parlant de changement, mais celui-là, c'est un plus gros changement, peut-être pour une attraction, peut-être qui touche un peu moins de gens, mais les fans d'histoire aiment toujours voir des changements dans cette attraction-là. C'est le Hall of Presidents. Ben, justement, Disney vient d'annoncer le Hall of Presidents qui est fermé depuis un bon bout de temps, va réouvrir au mois d'août. Puis, pour ajouter justement le président Joe Biden. Puis là, cette semaine, justement, ils nous ont montré une aperçu du nouvel audio animatronique de Joe Biden qui est beaucoup plus ressemblant. Je dirais que les deux derniers, là, Obama et Trump, les deux dans les deux cas, c'était plus ou moins ressemblant, mais celui-là, quand même assez bien réussi, là. Dans les deux cas, on dirait qu'il avait commencé à travailler sur l'autre l'autre personne qui se présentait au présidentiel, puis à la dernière seconde, faut qu'on... c'est pas Hillary. C'est ça. Faut transformer Hillary Clinton en Donald Trump. Ça ressemblait un peu à ça. T'sais. Tandis que ben là, c'est ça. C'était soit Biden ou Trump qui avait déjà, donc... c'est en plein ça. Mais moi, j'ai pas hâte de voir justement le changement parce que souvent, ils en profitent pour faire des légers changements aussi à la présentation générale, le petit film, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir justement si la narration, ça va être encore... là, dans la dernière version, c'était encore Morgan Freeman, de mémoire, qui faisait la narration. Donc, en tout cas, hâte de voir justement là, ces petits changements-là également. Dernière nouvelle de laquelle, plutôt, oui, je voulais discuter, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens demandent, parce qu'on sait qu'à partir du 1er janvier prochain, il n'y aura plus de Disney's Magical Express. Donc, on attend de voir, ça va être quoi, les différentes offres de compagnie, tout ça. Et souvent, les gens disent, oui, mais il y a un train qui s'en vient. Puis souvent, on vous dit, ça fait des années et des années et des années que ce projet-là existe, et on va le voir, on va le croire quand on va le voir. Bien, encore une fois, cette semaine, je dis le projet de Brightline qui déraille un peu. C'est la Central Florida Expressway Authority qui a, à l'unanimité, a décidé de retarder indéfiniment le projet. Donc, pour l'instant, c'est sur la glace. Pourquoi? Parce que ça devait passer à côté de la route 417. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Puis il y a d'autres gens aussi qui font beaucoup de pression, dont Universal Orlando et pas mal tout ce qui est commerçant et complexe hôtelier de tout le secteur de International Drive Orlando, parce qu'eux voudraient qu'il y ait une station dans ce coin-là. Donc, ils voudraient qu'il n'y ait pas seulement MCO, puis après ça Disney, puis après ça Tempo. Ils voudraient qu'il y ait un arrêt dans ce coin-là pour pouvoir justement amener du monde dans tout le secteur de Universal, d'International Drive et compagnie. Donc, par contre, puis même, ils ont fait des études,
Puis tout ce monde-là, de commerçants, hôtels, Universal et compagnie, bien sûr, eux ne veulent pas investir là-dedans, mais ils ont quand même calculé que ça coûterait quelque chose comme, j'essaie de voir, là, 294 millions de plus dans le projet pour faire ce détour-là, puis ajouter cette station-là. Donc là, il y a des consultants qui sont mêlés à ça et tout ça. Donc là, on peut s'attendre à des mois et peut-être plus de discussions, de négociations pour faire débloquer ce projet-là. Déjà qu'on parlait, je pense, au départ, là, les dernières nouvelles, ça disait comme dans 5 ans à peu près, là, ce train-là. Donc, d'après moi, là, on va être rendu à plusieurs épisodes, puis ça ne sera pas encore rendu. Bon, je pense qu'on en parle depuis l'épisode 1 quasiment, puis on est rendu à 680, quoi, le 4. Là. Puis tu sais, moi je pense que finalement ce qui va arriver, là, c'est que ça va arrêter à MCO, puis après ça va arrêter à Tampa. Ouais, puis ils vont ça n'arrêtera pas nulle part. Ouais, ça n'arrêtera pas à Disney pour pas faire de chicane. Parce que si ça commence à avoir arrêté à Universal, à SeaWorld, à Legoland, puis à toutes ces places-là, ben c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus un train à grande vitesse, là, c'est un train de banlieue. C'est en plein ça, là. Donc, d'après moi, c'est ça qui va arriver. Il n'y en aura pas à Disney. On finit peut-être comme ça, effectivement. Donc, ça, c'est à suivre à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour des nouvelles desquelles on voulait vous parler aujourd'hui. On va passer à un autre segment de notre épisode. Les gens qui sont joints à nous depuis le début. Aujourd'hui, on recycle une vieille formule d'épisode dans lequel on parlait de plusieurs sujets en un court laps de temps, mais là, ça fait déjà au-dessus de 40 minutes qu'on parle de nouvelles, donc on va peut-être raccourcir un peu les autres segments, mais on y va tout de suite avec le prochain segment qui s'appelle, comment déjà? On va aller voir, je pense que c'est parce qu'il faut se coucher. Comme le nom le dit si bien, ce nom de segment, parce qu'il faut se coucher, on va parler d'hôtel quand on va faire ce segment-là. Donc, puis aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'une option d'hôtel que parfois, les gens oublient peut-être, surtout les gens qui sont les familles nombreuses et tout ça. On pense pas nécessairement à regarder. On va regarder tout ça tout à l'heure, mais des fois aussi, le prix peut parfois faire peur selon la période, selon le nombre de personnes qu'on est, mais que c'est une option bien intéressante, puis que Paul aussi a pu bénéficier, puis qui aime bien, bien gros. C'est des cabines du Fort Wilderness. J'aime tellement que mon prochain voyage va être dans les cabines du Fort Wilderness. Et le gros avantage des cabines, c'est d'être au camping. Parce que j'adore le camping. Ouais, non, mais c'est vrai à la base. C'est ça, c'est que les cabines peuvent loger jusqu'à 6 adultes. Donc, des fois, souvent, en fait, si on est pour louer 2 chambres, même des chambres de catégorie value, à ce moment-là, souvent, ça revient quand même moins cher de prendre une cabine. Plus maintenant, là, au prix que maintenant. Je vais donner des exemples. Juste une brève description des quoi une cabine, puis tantôt on parlera après ça vraiment de ton expérience, parce que tu l'as déjà vécu quand même la cabine. Donc, pour les gens qui ne savent pas du tout c'est quoi ces fameuses cabines-là, c'est une espèce de petit chalet, c'est une espèce de cabane privée qui est meublée, qui est située justement là, au camping Fort Wilderness. Comme tu le disais, ça peut accueillir jusqu'à 6 adultes. Dans cette cabine-là, on va retrouver un salon. Donc, dans ce salon-là, il va y avoir divan-lit, tout ça. Donc, justement, ça fait partie des options de lit. Ensuite de ça, il va y avoir une chambre fermée où on va trouver un grand lit également, puis des bunk beds, là, des lits superposés. Une salle de bain complète. Il y a une terrasse privée à l'extérieur. On a un barbecue au charbon à l'extérieur. À l'intérieur, on a une cuisine complète, moderne, avec frigo, lave-vaisselle, un four à convection, micro-ondes, une plaque à cuisson à 2 brûleurs. Et c'est même le personnel, en fait, du ménage qui vont faire votre vaisselle. Donc, vous n'allez même pas vous casser la tête au niveau de la vaisselle. Donc, ça, c'est une option qui peut être bien intéressante, justement, parce que des fois, les gens disent « Ah, moi, je veux cuisiner. » Souvent, ça va être des gens qui... soit qui ont fait beaucoup de voyages, puis qui se disent « On est rendu là dans notre... vie de voyageur à Disney, de dire on va se faire un peu à manger, ou des fois des gens qui sont jamais allés à Disney puis disent hey, nous autres on va sauver en se faisant à manger, qui se rendent compte rendus sur place qu'il y a tellement d'affaires à faire qu'ils n'ont pas le temps de se faire à manger, puis qu'ils n'ont peut-être pas pris. Fait que des fois les gens qui sont comme à leur premier voyage ils disent moi je veux avoir une villa de luxe avec cuisine.
Puis là, ils regardent les prix, puis ils font comme « Oh, OK. » Mais là, on est dans une option que, quand même, si on compare justement avec les villas de luxe et compagnie, qui va être beaucoup, mais beaucoup plus abordable, il y a quand même cuisine complète et tout, là. Donc ça, c'est quand même super intéressant. On parlait de prix, je me suis basé, comme par hasard, sur notre période où on va être en voyage de groupe avec la gang de WD World, donc le prochain voyage de groupe. Donc, je me suis basé sur la période du 2 au 7 février. Puis, tu vois, une cabine, c'est à partir de 397 US la nuit. Si on fait le comparatif, une suite familiale au Art of Animation va être 434. Donc, quand même, à partir de 434. Donc, tu sais, on est à 37 de plus la nuit pour une suite familiale au Art of Animation. On s'entend que du côté justement du Fort Wilderness, ben là, on a, comme je disais, la cuisine, le barbecue à l'extérieur, les gens qui font le ménage, la terrasse, donc, tu sais, la nature, tout ça, donc on est autre chose. Mais tu sais, il y en a que tu disais, comme tantôt, toi, le gros avantage d'être au camping, mais il y a des gens que ça va être le désavantage aussi, tu sais, pour d'autres personnes. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi. Fait que ça, c'est 434. Par contre, si on compare avec une suite familiale au All-Star Music, oui, qui est toujours beaucoup moins cher que le Art of Animation, là, c'est 294,40 pour la même période. Là. Fait que, tu sais, quand même une bonne différence. Puis les suites familiales, c'est toujours pas mal plus cher que 2 chambres ensemble. Donc, tu sais, il y a une petite différence quand même là, entre prendre 2 chambres. Par contre, comme on disait, tu sais, on a la cuisine, on a la terrasse, on a l'extérieur, on a tout ça là aussi qui va ensemble. Par contre, des fois, il y a des gens qui vont préférer justement le 2 chambres pour se dire, ben, il n'y a personne qui va coucher sur un divan-lit, on va tout avoir des lits, des choses comme ça. Là, donc, il y a ce niveau-là aussi. Là, mais, comme je disais, pour des gens justement qui veulent avoir de quoi, on va dire full equip, c'est vraiment une alternative le fun à des villas qui parfois vont commencer à 1300 US la nuit. Là, on est comme à 3 fois le prix. Là, ça n'a comme aucun sens. Là. Mais parle-nous justement de comment ça se vit, ça, même avec à plusieurs là, à l'intérieur d'une cabine. Est-ce que c'est agréable quand même? Là? Ben nous, on était justement 6 adultes. Il n'y avait pas d'enfants là-dedans. Donc, déjà au niveau de la chambre, il faut penser qu'il y a un bunk bed. Donc, il faut qu'il y ait un couple qui est prêt que ça ne leur dérange pas de dormir dans 2 lits simples, finalement, un au-dessus de l'autre. Il faut aussi penser que c'est 4 personnes qui dorment dans la même chambre. Bon, ça, c'est pas pire que dans une chambre d'hôtel, là, mais il faut... L'espace est un petit peu plus restreint aussi au niveau de cette chambre-là, finalement. Puis, 6 adultes dans une cabine, faut prévoir la salle de bain. Pas tant plus des douches que d'autres choses. T'sais. Fait que on était 6 personnes qui s'entendaient bien au début du voyage. C'est ça. On s'entendait bien au début du voyage. C'est pas vrai. On se parle encore, là. Je suis parrain de leur enfant, là, c'est correct. Mais c'est réglé par la suite. C'est ça. Mais reste que l'organisation de qui va dormir dans le bunk bed, s'organiser aussi. Si on est 6 personnes qui prennent leur douche le matin, on sera pas au ces parcs à l'ouverture où on va se lever à 4 heures du matin, là, ça n'a aucun sens. Fait que tu sais, il y a ça à penser. Après ça, au niveau de ceux qui dorment dans le salon, oui, c'est un lit, pas escamotable, mais je veux dire, c'est pas un futon non plus, là, mais un divan-lit. Mais reste que c'est quand même très confortable comme divan-lit. Là. C'est pas... Parce que moi, j'en ai essayé quelques-uns dans des chambres comme même de luxe, là, des divans-lits. Là. C'est pas toujours hyper confortable. Il me faut dire que moi, à la base, j'ai problème de dos et tout ça. Là, donc, mais tu sais, c'est ça. C'est pas moi qui ai dormi dedans, fait que je dis que c'est super confortable. Genre, il y a personne qui a chialé que c'était pas confortable. On va dire ça. Ensuite de ça, pour la cuisine, ben, on n'en s'en est pas beaucoup servi, mais de ce qu'on s'est servi, effectivement, la vaisselle, un moment donné, on prenait un verre d'eau, on mettait le verre dans le lave-vaisselle, pas dans le lave-vaisselle, dans le lavabo, et on revenait le soir, puis le lave-vaisselle avait été parti, le verre avait été lavé, finalement, par la personne qui faisait le ménage. Donc, il reste à reprendre le verre puis à le serrer, mais oui, ils font ça. Je sais pas à quel point, si mes chaudrons sont tout collés puis tout ça, à quel point ils vont s'occuper de ma vaisselle. Mais au pire, de toute façon, c'est ça. Au pire, de toute façon, à la fin de mon séjour, c'est eux autres qui sont pris avec. Fait que, c'est ça. Fait que
Mais au niveau de l'espace puis des lieux communs, la petite cuisine, tu sais, il y a une table à manger aussi puis tout. Mhm. Le salon, un coup que le lit est rangé, c'est un espace très agréable à vivre. C'est vraiment, tu sais, la vie de chalet, là, c'est vraiment l'ambiance qu'on a de ce côté-là. OK. Après ça, ben, il faut penser au transport du côté du Fort Wilderness. Ouais. Ben, tu sais, il y a un autobus interne, puis après ça, il faut prendre un autre autobus pour aller ces parcs. On y échappe pas. Il n'y a aucun moyen de marcher. Pas qu'il n'y a aucun moyen, mais c'est que c'est une grosse marche. Là. Ah ouais. Mais d'aller prendre directement l'autobus qui va nous amener à Epcot, par exemple, ou d'aller. Il y a 2 cabines qu'on serait assez proche pour prendre pour marcher. Il y a littéralement juste 2 cabines. Là, quand je dis 2 cabines, OK. qui sont assez proches du bateau pour dire que tu pourrais marcher pour aller prendre le bateau pour te Ouais, rendre à Magic Kingdom. Là. Mais donc les chances qu'on aille ceux-là sont assez minces. Mais juste dépendamment de où on est dans les loops, parce que les cabines sont arrangées en loop, on Mhm. peut avoir à marcher un 5 minutes pour se rendre à l'autobus. L'autobus OK. interne qui va nous amener à l'autobus qui va nous amener à Epcot après. Que c'est à prévoir aussi, là. C'est à prévoir aussi, tu sais, dans la gestion des attentes. Moi, mais tu sais, moi, c'est de toute façon pour le camping, c'est ça que je vis, puis j'adore Ouais. aller au camping. Donc, pour moi, c'est vraiment pas ça un problème. Mais ça pourrait l'être pour certaines personnes qui se disent Effectivement, c'est pour ça que moi, je j'en veux parle. être au Pop Century pour avoir le Skyliner, puis avoir, tu sais, là, parce que je veux être vite dans les parcs. Mais là, il faut justement se dire qu'au camping, mais ça peut être un peu plus compliqué côté transport. Tantôt, tu parlais justement, tu sais, d'être 6 en même temps, puis bon, il faut gérer les douches et tout ça. À la limite, est-ce que tu es quand même proche des services pour dire je vais aux douches du camping si jamais un Euh, coup bien mal pris ou t'es loin? on y avait pensé, mais le problème, c'est que ces loops-là n'ont pas de ce qu'ils appellent les comfort stations, c'est-à-dire les toilettes pour les Ouais. gens qui sont en camping habituellement. Tu sais, comme quand je vais en camping en tente, le comfort station il est à 2 minutes à pied, Mhm. parce que de toute façon, si j'ai besoin de confort pour aller à la salle de bain, j'ai pas le choix Ouais, ouais. d'aller là. Mais il n'y a pas cette option-là de je vais sortir. Ben, à la, à la limite, je pourrais aller dans un comfort station d'une loop de camping, Ouais, mais ça commence à être du trouble en titi. Là, tu sais. Au ouais. début, c'est ce qu'on avait pensé aussi, mais à coup revue sur place, on a fait comme ben oui, ils en ont pas besoin, ils ont toutes des toilettes. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que Fait ça, c'est un peu que, quand même, j'allais dire, la vie de camping, mais avec beaucoup plus de luxe, là, parce que justement, tu as ta propre effectivement, salle de bain, tu as ta c'est ça. cuisine, ça. Donc, c'est quand même un plus à ce niveau-là. Il y a Julie qui demande dans les commentaires en direct, qui demande au niveau, tu sais, les fameux petits carts là, qu'on peut louer, ça, justement, est-ce qu'on peut quand même en louer que dans les cabines? Est-ce que c'est réservé juste aux Oui, gens qui. Non, c'est vraiment tout le monde. en fait, nous autres, c'est ça, c'est de l'option que nous, on regarde généralement quand on va dans les cabines, parce que justement, souvent, tu peux être loin, puis tout ça. Donc, Mhm. tu sais, ça te permet de prendre ton cart puis d'aller directement aux autobus ou au bateau qui va t'amener à ton parc. Donc, t'as pas à attendre l'autobus interne, ou si tu veux aller à la piscine, c'est la même chose, tu sais, parce que la piscine, tu sais, il y en a 2 piscines au camping, puis il y Mhm. en a une qui est parmi les roulottes. Elle peut être quand même très loin à pied parmi OK. je dis roulottes, parmi les cabines. Puis l'autre, c'est sûr qu'elle est très loin. Là. La principale là, est très loin des cabines. Donc, faut prendre un transport pour y aller, on n'a pas le choix. Même chose pour les petites boutiques. Tu sais, il n'y a Ouais. rien qui se fait à pied, là, finalement, là, sauf se rendre à l'autobus. OK, OK. Donc, ça. Donc, à ce moment-là, il faut quand même prévoir ça. Mais sachez, Mhm. justement, c'est pour ça un peu qu'on voulait parler de cette option-là, parce que c'est une option qui est souvent oubliée, comme je le disais, quand on a une famille nombreuse, ou bien, comme là, exemple, un 3 couples là, qui voyagent ensemble, quoi que ce soit, ben, ça peut être une solution intéressante, puis vivre de quoi différent aussi du côté de Disney, Mhm. justement. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre, justement, le camping, puis savent c'est quoi et tout ça. Puis, donc, ça peut être une belle façon de le faire. Ouais. Puis, comme tu le disais, ben, ton prochain voyage, justement, tu vas être dans une cabine comme ça. Donc, on pourra justement en reparler. Tu pourras nous parler justement parce que, tu sais, ils ont été quand même rénovés en plus, ces Ouais. cabines-là, dans la dernière année à peu près. Là. Donc, on pourra rentrer plus en détail justement sur ta future expérience. Puis on rappellera à ce moment-là aussi là, tout ce qu'il y a aussi du côté du camping parce qu'on s'entend en étant au camping, mais il y a comme beaucoup d'activités, puis il y a les restos, puis peut-être à un moment donné le Ouais. souper spectacle qui va revenir et tout. Là. Donc ça, on pourra en parler davantage, mais je trouvais quand même le fun justement de mentionner cette option-là là, qu'on oublie Je vais, quand même assez souvent. On va je vais pouvoir passer parler du maintenant. Oui, vas-y. divan-lit de première main parce que j'ai le feeling que c'est moi qui va dormir dessus.
Ah, OK, c'est bon, c'est bon. Fait qu'on pourra faire un petit suivi sur le divan-lit. Donc, ça fait le tour pour justement les cabines du Fort Wilderness. On s'en va immédiatement dans le prochain segment dans lequel on va parler d'attractions. On s'en va jouer au parc, Paul. Donc, on s'en va parler d'attractions maintenant. Pour aujourd'hui, on a décidé de vous parler, de faire un tour rapide justement de nos Dark Rides préférés. On a parlé un petit peu de Dark Ride, qu'est-ce que c'était dans un épisode récent, mais peut-être, Paul, il y a eu, là, tu sais, j'allais dire, une description un peu sommaire de qu'est-ce que ça peut être une Dark Ride, parce que c'est très, très large. Là. C'est très large, puis plus on regarde pour des définitions, plus c'est mêlant. Sur Internet. Là. En fait, une dark ride, c'est toute attraction qui se passe un peu dans le noir, selon la définition comme officielle. Oh, Moi, où je trace la ligne, c'est, techniquement, Rock and Roller Coaster, c'est une dark ride. Ouais, mais c'est plus, ouais. Ben, moi, pour moi, c'est là que je trace la ligne. Pour moi, une dark ride, c'est une attraction qui est quand même relativement tranquille. On va peut-être avoir des petits moments avec une émotion, une émotion forte. Si je pense par exemple à Pirates des Caraïbes, qui va avoir une drop, ça reste quand même pour moi dans la catégorie des Dark Rides aussi. Tu sais, Small World, ça se passe pas tellement dans le noir, mais moi je le considère quand même comme une Dark Ride parce que c'est une ride qui se passe à l'intérieur. Ouais, Puis, souvent si ça. y a Moi, une c'est panne de souvent ça courant, aussi. ça va être une Dark Ride. C'est ça, quand tu es à l'intérieur, que tu te fais comme un peu raconter une histoire, que tu vois différentes scènes, pour moi, c'est un peu ça, une Dark Ride, parce que justement, il y en a qui rentrent un peu, comme tu disais, quand on est dans le noir, donc il y en a qui, à la limite, tu disais Roller Coaster, mais il y en a d'autres qui peuvent même mettre Expédition Everest, parce que, tu sais, à quelque part, ils nous racontent une histoire, maintenant on est dans le noir, on voit quelque chose, tu sais, fait que, c'est très large, mais c'est ça, nous, on a décidé... chacun, probablement qu'on a un peu notre propre définition de c'est quoi. Puis on a décidé de vous proposer chacun de nos 3 préférés. Mais en fait, moi, ce ne sera pas mes 3 préférés parce que tu m'en as volé là, dans les choix, parce qu'on voulait avoir des choix quand même différents. Mais on va débuter tout de suite avec toi. Puis je pense que ton premier choix duquel tu vas nous parler, c'est pour plusieurs la définition même de qu'est-ce que c'est qu'une Dark Ride. C'est Pirates des Caraïbes. Ben donc, justement, je parlais, donc c'est une histoire qui nous est racontée avec un petit moment qu'on vit une sensation forte. Donc, ça rentre dans ma catégorie de Dark Ride. J'adore l'histoire qu'il nous a racontée. J'adorais ça même avant les films. Les films n'ont fait que rajouter au fait que j'aime cette attraction-là. Quand j'ai vu dans le premier film la fameuse scène avec les prisonniers qui essaient d'attirer le chien qui a la clé dans la gueule, écoute, à cette heure, quand je vois cette scène-là, je l'aimais déjà, je l'aime encore plus. C'est sûr que je préfère la version de Disneyland, je l'ai déjà dit, mais reste que la version de Walt Disney World en Floride, je la trouve quand même très intéressante, puis c'est une de mes attractions préférées. Est-ce que, je reviens à la semaine passée, tu avais dit que tout de suite après l'épisode, tu irais voir une vidéo de celle à Paris pour voir de quoi ça avait l'air? Est-ce que tu l'as fait finalement? Non. Moi, je suis allé en voir un petit peu quand même. Puis, je suis allé voir un petit peu, puis je te dirais, de ce que j'ai vu, là, c'est qu'on est vraiment comme une espèce d'entre-deux entre Disneyland et Walt Disney World. Là. Donc, elle semble un peu plus longue. On débute un peu aussi style comme à Disneyland, là, qui font ou le restaurant, tout ça. Donc, tout de suite le début. La scène de la prison avec justement le chien puis les clés, tu sais, est dans les tout débuts de l'attraction en plus. Donc, c'est comme l'histoire est un peu inversée. Donc, ça semble bien. J'ai pas tout regardé. Je voulais quand même me garder des surprises pour une éventuelle visite à un moment donné. Mais je voulais voir quand même justement vers quoi ça se situait un petit peu comme attraction. Puis, je trouve qu'elle était bien intéressante. Hey, moi, après l'épisode de la semaine passée, j'avais tellement faim après avoir vu autant de restaurants que. Ouais, c'est ça. T'as pas eu le choix d'aller manger. Hey, moi, je commence en grand. Moi, je commence tout de suite dans la controverse. Et justement, à la limite de la définition de la Dark Ride, moi, j'y vais avec Dinosaur. Donc, parce qu'il y a de la vitesse. Fait que, tu sais, moi aussi, c'est un peu une genre de limite que je me mets. Mais celle-là,
Bon, d'un, t'es dans le noir, ça c'est clair. Au niveau du Vraiment. dark, c'est correct. C'est quand même un circuit dans lequel on nous amène à différentes scènes et tout ça, mais il y a de la vitesse. Mais dans la plupart des classements de Dark Ride, le nom de Dinosaur est toujours là. Puis moi, c'est une attraction que j'aime beaucoup. Je sais que Ouais. c'est une attraction qui est peut-être mal aimée pour plusieurs, mais moi, je la trouve le fun quand même. C'est sûr que bon, il manque un peu de visuel, là, c'est-à-dire quand on compare avec Indiana Jones du côté de Disneyland et tout ça, on l'a souvent dit, mais une attraction justement qui est pas dans le noir, donc on ne voit que des décors gigantesques et impressionnants tout le long, alors que Dinosaur, souvent on est juste dans le noir, mais j'aime beaucoup justement la vitesse de tout ça, le fait de se faire brasser un petit peu, je trouve que le peu de dinosaures qu'on voit sont toujours bien placés à des moments stratégiques. Moi, c'est une attraction que j'aime bien, bien, bien gros. Bon, j'aimerais ça pouvoir passer des fois le pre-show, là, parce que le nombre de fois qu'on l'a vu, puis Ouais, c'est ça. c'est un peu moins Hello évident. there. Ouais, c'est en plein ça, mais en tout cas, pour moi, ça reste quand même un classique du parc des Animal Kingdom, définitivement. puis que je fais à chaque fois. Puis j'aime beaucoup, 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 beaucoup Dinosaur. On évoque ton autre choix qui est l'autre classique qui, moi, probablement aurait été mon numéro 1 si je ne l'avais pas choisi. C'est Haunted Mansion. Là, ça représente définitivement la Dark Ride. Là. Une attraction classique, Dark Ride selon la définition même de Walt. On parlait de Walt tantôt. Là. Ouais. Puis, tu sais, justement, une histoire qui nous est racontée avec un milieu, un début puis une fin. Pas toujours clair. Des fois, il faut chercher, mais c'est un peu ça aussi des Dark Rides. C'est que l'histoire, Ouais. oui, il y en a une, mais pas toujours très, très claire. Puis on peut l'interpréter à notre propre façon. C'est nous qui vivons une histoire, donc on peut l'interpréter comme on veut. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au courant des années pour la garder à jour. Souvent des améliorations subtiles. Puis je trouve que c'est une... Tu sais, elle vieillit bien. Tu sais, il y a d'autres types de rides, d'autres dark rides qui vieillissent moins bien, que la technologie a fait que on n'est plus là du tout. Ou, tu sais, on voit plus l'arrière du décor que ce qu'on devrait nous montrer. Puis là, même des attractions très récentes, des dark rides très récentes, qu'on voit plus l'arrière-scène que l'avant-scène quasiment. Ouais. Alors que la Haunted Mansion, tout est très bien camouflé, tout est très bien fait. Fait que, ouais, moi, j'adore cette attraction-là. C'est souvent... tu sais, c'est dur tout le temps quand quelqu'un me demande c'est quoi mon attraction préférée à Disney. C'est souvent vers elle que j'hésite. Ouais, moi aussi, souvent dans mais moi, tu sais, moi, c'est le genre d'attraction là, qui. Parce qu'on dit des fois, bon, on sait, on va à Disney, puis il y a des rénaux souvent, des choses qui ne seront pas toujours là. Mais ça en est une que si c'est fermé pendant ma visite, je suis vraiment déçu. Ah ouais. Tu sais, il y en a d'autres attractions que je dis, bah, ben, c'est pas grave, je la ferai au prochain voyage. Tu sais, de ne pas la faire, ça me manque pas dans mon voyage, mais d'arriver là, puis que Haunted Mansion, je peux pas la faire pendant mon séjour, ça me fait toujours quelque chose. Et c'est exactement pour ça qu'on verra jamais un Joyeux Noël de Monsieur Jack, une transformation pour Noël de la maison hantée du côté de Walt Disney World. Parce qu'il y a trop de monde comme nous autres qui serait très déçu de faire notre voyage annuel puis que l'Haunted Mansion est fermé. Tout à fait. Moi, mon autre choix, une des attractions plus récentes, puis bon, oui, elle a remplacé une de mes attractions que j'aimais beaucoup, mais ça reste quand même Frozen Ever After, qui est pour moi, encore une fois, un très, très bel exemple de qu'est-ce que c'est une Dark Ride, puis bien, bien faite aussi, c'est-à-dire que encore une fois, on nous raconte une histoire, on nous fait vivre différentes choses. Puis là, on pousse un petit peu plus encore parce qu'il y a un bout qu'on fait à reculons. On a la chute également. Donc, tu sais, il y a un petit côté à sensation aussi, mais limite, là, on est vraiment là, dans les limites de... donc, ça reste très, très familial et tout ça. On passe d'une scène à l'autre. Puis, bon, encore une fois, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup Maelstrom. Mais... Faut avouer qu'elle est vraiment bien réalisée, cette attraction-là, les audio animatronics, avec une nouvelle génération également. Donc, la scène, encore une fois, avec Elsa qui chante Let It Go, c'est une des plus belles scènes à Disney. Oui. Donc, vraiment réussi de A à Z. Puis encore une fois, je viens de parler de la scène qu'elle chante. Ben, l'utilisation de la musique aussi dans cette attraction-là, je la trouve le fun. Parce qu'il y a plusieurs chansons, puis
tout fonctionne bien. Des fois, dans certaines autres attractions, c'est un peu cacophonique. Là, des fois, là, quand on a plusieurs chansons qui passent d'une scène à l'autre, celle-là, ça se fait. Les transitions sont bonnes. Donc, une attraction que j'aime beaucoup, 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 là, malgré que ça remplace Maelstrom. Définitivement une des meilleures Dark Rides à Disney. Malheureusement, je la trouve quand même overrated. Oui, c'est sûr que pour exemple, surtout dans les débuts, là, que les gens attendaient des heures et des heures pour cette attraction-là, Ouais. c'est pas, je veux dire, c'est pas, ça mérite pas ça nécessairement, mais encore là, je pense que des fois aussi, c'est le côté opérationnel qui crée ça aussi. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a autant de gens que ça qui font la file ou est-ce que c'est juste que ça l'aude tellement pas vite que ça peut paraître beaucoup si pire que ça? Des fois, on dit il y a une file de 2 heures, mais il y a peut-être moins de monde dans la file de 30 minutes à l'autre attraction à côté parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui passe à l'heure. Il y a ça justement, aussi. le fait du bout que la track a switch pour nous envoyer de reculons, puis après ça, elle switch pour nous envoyer vers la descente, juste ça ralentit beaucoup l'attraction, puis ça limite beaucoup la capacité d'attraction. Ouais. Fait que je pense qu'effectivement, c'est ça, il est de ce côté-là le problème. Mais non, effectivement, mais à faire définitivement, mais avec une face basse. Ouais. Mais l'attraction des attractions, Spaceship Earth. Ouais, définitivement. Ah, puis t'as pris la meilleure image en plus. Mais oui, définitivement, écoute, on parlait tantôt de raconter une histoire. Là, on raconte carrément l'histoire de l'humanité. En fait, l'histoire des télécommunications. Ouais. Mais en fait, pas de télécommunications, des communications. Ça finit par les télécommunications, mais ça a commencé par la communication orale, la communication écrite par les caves et ainsi de suite. Mm-hmm. Je parle des cavernes. Juste pour être sûr. Mais non, effectivement, une attraction que j'adore. Souvent la première que je vais faire à Epcot parce que c'est la première qui est là en rentrant. Ouais. Mais tu sais, c'est pas rare que je vais la faire 2 fois dans ma journée. C'est même arrivé que je l'ai fait 3 fois dans ma journée quand il y a des Extra Magic Hour. Mais j'adore cette attraction-là. Je la fais en anglais, en français, en espagnol, juste pour le fun. Puis, c'est ça. Ça reste que c'est une attraction classique qui rappelle l'origine du parc Epcot beaucoup. Donc, pour moi, c'est un incontournable. Tout à fait, tout à fait. Puis, ça reste quand même que j'ai hâte de voir justement si à un moment donné, ils font la fameuse rénovation qu'ils devaient faire, qui a été reportée et tout ça. J'ai hâte de voir justement vers quoi ils s'en vont avec ça, parce que ça me semblait intéressant, là, le peu qu'on avait vu. Là. Parce qu'il faut se le dire, il y a certaines choses aussi là, qu'il faudrait qu'ils soient updatées quand même. Là. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la création des ordinateurs, là, disons. Là. Mais quand on a fait l'épisode avec André Duchamp, qu'on parlait des différentes scènes nos scènes préférées dans toutes les attractions Disney, il y a beaucoup de scènes de Spaceship Earth qui revenaient. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas pour rien. Ouais. Moi, mon dernier choix, un peu, j'allais dire, audacieux, parce que j'ai pas fait cette attraction-là aussi très souvent. En fait, j'ai fait 1 ou 2 fois. Mais ça reste que la plus récente, c'est le Mickey and Minnie's Runaway Railway. Premièrement, parce que c'est l'attraction qui met en vedette Mickey. Donc, je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Puis, sincèrement, j'ai tellement eu de plaisir à découvrir cette attraction-là que j'ai juste hâte de pouvoir la refaire et la refaire encore une fois. Je sais que beaucoup de gens... j'ai vu plusieurs critiques de cette attraction-là. Des gens qui disent mais je pense que c'est beaucoup de gens qui en veulent beaucoup du fait que The Great Movie Ride n'est plus dans cette bâtisse-là. Parce que sincèrement, je trouve que c'est une super, super belle attraction. Vraiment le fun, qui mélange plein de choses, qui utilise la nouvelle technologie. Encore une fois, on parlait de musique tout tantôt. La musique est géniale. La petite chanson, vous allez sortir de là, vous allez l'avoir dans la tête. C'est clair et net pour le reste de la journée. Le pre-show est merveilleux. Donc, vraiment... Là, qui a recommencé d'ailleurs. Là, il avait arrêté longtemps pendant la COVID. Donc, il est revenu. Le pre-show, puis même quand on sort d'attraction, il y a un lien avec le pre-show. Tout est bien pensé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment... Puis moi, j'y allais là sans attente. J'ai sincèrement
plus apprécié ma première fois de Mickey and Minnie's Runaway Railway que ma première fois de Rise of the Resistance. Ouais, probablement justement à cause des attentes. À cause des J'ai attentes qui l'impression étaient aussi- très élevées pour une et très basses pour l'autre, on s'entend. C'est ça. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cette Mhm. attraction-là, puis à être surpris de ce qu'on me présentait aussi, parce qu'il y a une petite scène à un moment donné qui change un petit peu là, le parcours normal de l'attraction quand on a commencé. Donc, non, sincèrement, c'est très bien pensé. L'utilisation de l'espace est bien fait également. Donc, pour les gens qui ne l'ont pas fait encore, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, Paul, justement, d'avoir tes commentaires sur cette attraction-là. Ben, mais hâte Moi que aussi, tu j'ai la hâte que fasses t'ailles pour mes la première fois. commentaires. Mais j'ai l'impression aussi que ceux qui chialent contre cette attraction-là, oui, il y en a que c'est parce qu'ils ont perdu Great Movie Ride, puis à la limite, ben, on le dit souvent, Disney, c'est pas un musée. Là. Mhm. Donc oui, c'est triste de voir partir nos attractions préférées, mais quand c'est remplacé par d'autres choses, puis quelque chose d'autre d'intéressant comme ça, à un moment donné, il faut faire notre deuil. Mais il y en a aussi beaucoup que j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont l'impression, vu que c'est une attraction qui utilise beaucoup la projection, en fait, c'est presque de la projection, j'ai l'impression qu'il y en a, justement, les gens ont l'impression que Disney se rabaisse un peu au niveau de Universal avec ses attractions avec beaucoup de projections. Alors que, de mon avis, je ne l'ai pas fait, mais de ce que j'ai vu, on n'est pas au même niveau de projection. Là. Non, Oui, c'est de la pas du tout projection, la mais même chose. Là. Non, c'est pas parce que, tu sais, comme, mettons, Universal, c'est plus de la simulation devant des écrans, alors que là, c'est vraiment du mapping, là, donc de la projection sur les murs. Ça. Donc, tu sais, il y a quand même, à certains endroits, des constructions, des structures qui sont utilisées après ça pour, pour faire vivre les images. Donc, si on a une maison, ben, la maison est peut-être là pour vrai, mais sans décoration. Prends juste l'exemple de Mickey et de Minnie. T'sais, on les voit présentement à l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo. Mais tu sais, oui, Mickey et Minnie sont projetés, mais ils ne sont pas projetés sur un écran plat. C'est pas une télé. C'est une projection sur un audio animatronique qui bouge. C'est en plein ça, là. Fait que juste technologiquement, puis après ça, déjà technologiquement, c'est quelque chose. Mais après ça, si on fait juste regarder le côté immersion, on est supposé être dans un dessin animé. C'est normal que ça ait l'air d'être dessin animé. Puis la façon d'arriver à ça, c'est par la projection. On passe pas à côté. Là. C'est en plein ça. Hey, donc, c'était notre top de nos dark rides préférés du côté du Walt Disney World Resort. N'hésitez pas pour les gens qui nous regardent en vidéo, en direct, de nous indiquer vos choix à vous également. On va lire ça tout de suite après l'épisode. Paul, il nous reste un dernier petit segment avant de nous quitter ce soir. Donc, on va aller tout de suite au prochain et dernier segment de cet épisode. Alors, dans ce segment qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on regarde en attendant le prochain voyage », on va se concentrer du côté de Disney+. On n'en parle pas très souvent, en fait. On a parlé à peine de Disney+, dans le podcast. Donc, quand ça va donner comme ça, on va vous donner peut-être nos coups de cœur, nos choses à voir du côté de Disney+, des choses qu'on a appréciées. C'est clair que bientôt, probablement, que autant moi que toi, on va vouloir parler de Behind the Attractions, qui a débuté aujourd'hui même du côté de Disney+. Donc, ils ont déposé 5 épisodes aujourd'hui. Série qui est produite par The Rock, Dwayne Johnson. Donc, il va présenter la création et l'arrière-scène de différentes attractions. Donc, je sais qu'ils ont sorti, le film Jungle Cruise va sortir très bientôt. Donc, le premier épisode, c'est sur Jungle Cruise. Ils ont sorti également Haunted Mansion, Space Mountain, Star Tours et Tower of Terror. Donc, il y a déjà 5 épisodes complets de 40 quelques minutes là, sur l'histoire de l'attraction. En fait, je n'ai pas regardé encore, mais je me fie à la description. Mais sur vraiment l'histoire de l'attraction et tout. Puis c'est quelque chose, justement, je vais probablement en regarder un ce soir. Donc, ça, probablement n'a pas manqué, mais on pourra en parler plus en détail dans les prochaines semaines. Mais on va y aller tout de suite avec ta suggestion à toi du côté de... Qu'est-ce qu'on peut regarder du côté de Disney+. Moi, ma première suggestion, c'est le documentaire Howard. Puis, tu sais, toutes les fois qu'on va faire des suggestions comme ça, moi, ça risque d'être des documentaires. Okay? Ça risque pas d'être des films. Ça va souvent être des documentaires. Donc Howard, c'est qui ça, Howard? C'est Howard Ashman, qui est le parolier derrière de nombreuses chansons de classiques
maintenant, c'est des classiques Disney. Dans Mhm. la renaissance, un peu, tu sais, dans les années 80, début 90, qu'il y a eu de Disney, là, qui ont Ouais, ouais. recommencé à faire des films, puis des films qui fonctionnaient mieux que des Rescuers, puis des affaires comme ça. Ouais, ouais. Donc, donc, entre autres, il a fait les paroles pour le film Aladdin, la petite sirène et Beauty and the Beast, qui est son dernier film. Donc, on passe au travers un petit peu de sa vie, surtout professionnelle, mais on va toucher évidemment au côté personnel parce que, ben, veut pas, ça a un impact. Parce que Monsieur Howard Ashman, il est décédé du sida peu après la sortie du film La Belle et la Bête. Donc, en fait, je suis même pas sûr s'il est décédé avant la sortie ou pas. Mais en tout cas, vraiment OK. il venait de finir la production du film là, et quelques mois après, il est décédé. Donc, tu sais, évidemment, on va aller toucher de son côté personnel, le fait qu'il était homosexuel, comment il vivait ça, la peur qu'il avait au début, dans les années 80, que le fait qu'il était un homosexuel, ça sorte au grand jour. Ça l'inquiétait vu qu'il travaillait pour Disney. Il savait pas comment la compagnie allait réagir de ce côté-là, puis tout ça. Donc, on voit tout ce cheminement-là. Aussi, avant même qu'il commence à travailler pour Disney, c'est lui qui a qui a amené sur Broadway de Little Horror Shop, qui a été après ça amené au cinéma, qui a gagné certains Oscars aussi. Donc, tu sais, on voit tout ça. Là, ça part de son enfance, son école secondaire, et ainsi de suite. Donc, vraiment un documentaire très intéressant. Je suis pas... tu sais, je le disais en début en introduction, je vais pas beaucoup parler des films de Disney parce que je suis pas un grand fan de films de Disney. Mhm. Mais reste que lui, c'est surtout la musique qu'on entend encore aujourd'hui dans les parcs. La musique que, tu sais, beaucoup de spectacles que je vais voir dans les parcs, ben, c'est lui qui a écrit les paroles de ces chansons-là. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup frappé mon imaginaire. Un documentaire très intéressant que je vous conseille fortement. Moi, qui aurait probablement jamais vu le jour s'il n'était pas de Disney+, parce que c'est ce qu'un peu Disney+, va permettre aussi, là, Oui, justement, tu sais, de parler de l'histoire de Disney en général, là. Donc, oui. on va peut-être en voir d'autres, là, des documentaires de ce type-là. Et c'est toujours bien agréable à regarder. De mon côté, je vais aller là, totalement ailleurs parce que c'est zéro Disney de ce que je veux vous parler. J'ai décidé vraiment d'aller ailleurs aujourd'hui parce que, ben, tu sais, quand ça a commencé Disney+, les gens disaient, bon, ben, tu sais, oui, il y a beaucoup de films Disney et tout ça, mais adultes, il n'y a pas grand-chose et tout ça. Puis là, dans les derniers mois, il y a eu l'addition de Star, donc il a rajouté vraiment le catalogue de Fox et la Ouais. compagnie. Donc, tu sais, il y a vraiment des séries et tout ça. Puis moi, j'étais un gros fan d'humour. Donc, des séries de The Office, Parks and Recreation, Superstore et compagnie. J'aime beaucoup ce type de série-là. Puis une série qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est très drôle, c'est The Last Man on Earth, Ah, qui est vraiment une série géniale. C'est avec écrit, produit, conçu et joué par Will Forte, là, qui est entre autres qui a fait Saturday Night Live et tout ça. mhm. C'est vraiment génial. C'est un gars qui... bon, il y a eu une espèce de virus sur la Terre et tout ça, et le gars croit qu'il est le dernier homme sur la planète. Jusqu'au jour où il fait la rencontre d'une femme, et par la suite de plein d'autres mondes. Finalement, il était vraiment pas tout seul, mais il y a vraiment quand même pas beaucoup de monde, justement, sur la planète. Et là, ils vont vraiment se promener un peu partout parce que lui, dès le départ, c'est beaucoup plus simple, au lieu de nettoyer une salle de bain, ben, c'est plus simple que de changer de maison une fois que la salle de bain Ben oui. est tout simplement tout sale. Il est tout seul sur la planète. Donc, ça va être quelque chose comme ça, puis il y a quand même... c'est combien? 4 saisons, je crois, ou peut-être OK, plus. En tout quand cas, même. j'ai terminé. Moi, j'avais débuté il y a quelques années, puis j'avais manqué comme la toute dernière saison, puis je n'étais pas capable de la trouver, à part, bien Mhm. sûr, de l'acheter ou quoi que ce soit. Puis là, quand j'ai vu que c'était sur Star, je me suis tapé cette dernière saison-là. Si vous ne connaissez pas, puis vous êtes fan d'humour, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une série là, que chaque scène est très drôle, puis même chaque scène, il y a une réplique après l'autre. C'est
une ligne, un punch. Là, ça n'arrête pas. C'est vraiment une série à découvrir si vous aimez l'humour. Donc, Last Man on Earth, puis la distribution est vraiment géniale de A à Z. Des petits caméos, des fois, de personnes aussi. Donc, vous allez apprendre à découvrir les personnages. Ils sont vraiment, vraiment trippants. Je dirais que le seul côté négatif de cette série-là, puis c'est le cas de plusieurs séries aussi, c'est que malheureusement, cette série-là ne s'est jamais terminée parce qu'à un moment donné, ça n'a pas été renouvelé après je me souviens, comme je disais tout à l'heure, je me souviens pas il y a combien de saisons en tout là, de disponibles, mais après cette saison-là, donc comme beaucoup de séries, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et c'est le genre de série, en plus, que la saison finissait toujours sur un punch pour la prochaine saison. Donc, malheureusement, on ne saura jamais la fin, à moins que Will Forte réussisse à nous le raconter autrement un jour. Mais malgré ça, ça vaut vraiment la peine de regarder ces saisons-là. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça, en plus, là, par saison, puis c'est des épisodes en bas de 30 minutes, là, donc ça s'écoute super bien. C'est vraiment très, 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 très drôle, donc manquez pas ça, cette série-là. Donc, hey, ça fait le tour aujourd'hui. On est quand même bien tiré autour d'1h20 pour cette première tentative de recyclage de formules de l'époque des premiers épisodes du podcast dans lequel on parlait de plusieurs sujets, plusieurs petits sujets dans un épisode. Si vous avez aimé ce type d'épisode-là, n'hésitez pas à commenter, que ce soit immédiatement dans les gens qui nous regardent en vidéo ou plus tard sur la page Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur Apple Podcasts et compagnie. Ça nous aide aussi à être retrouvés plus facilement aussi dans les classements là, de podcasts et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Paul, de ta participation. Merci à toi, puis on refait ça bientôt. Yes, donc à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde!